Bienvenue au Sénégal. Nous sommes dans la ville de Dakar et nous avons aujourd'hui un grand plaisir de nous entretenir avec Aminata Touré, haute représentante du président sénégalais, mais aussi l'une des figures majeures de la scène politique sénégalaise. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le 24 mars 2024, Diomaye Faye a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour. Quelles sont les raisons de son succès selon vous ? Merci pour l'invitation. Oui, le 24 mars 2024 a été le tournant d'une longue, disons, histoire politique, puisque cela faisait quand même quelques années, et plus précisément, disons, 2 à 3 ans, durant lesquels l'ancien président, Macky Sall, essayait par différentes manières d'obtenir un troisième mandat, ce qui était complètement en porte-à-faux avec la Constitution, et il y a eu des forces qui se sont levées pour combattre cet objectif-là, et il faut féliciter PASTEF à l'époque, qui était le parti de l'opposition dominant, dirigé par l'actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, et ensuite le président Bassirou Diomaye Faye a été le candidat de la coalition, et il a été élu. Donc c'est le résultat de la résistance de plusieurs forces. Évidemment, dans tout combat, il y a une avant-garde, mais l'ensemble du peuple sénégalais, puisque les jeunes qui manifestaient dans la rue ne faisaient pas nécessairement partie des partis politiques, c'était des citoyens engagés, la société civile également s'est engagée, les femmes, mais plus particulièrement les jeunes, pour défendre la démocratie sénégalaise. Parce qu'il faut se rappeler que Macky Sall lui-même, en 2012, a été élu alors que le président Abdoulaye Wade de l'époque voulait faire un troisième mandat. Et voilà que 12 ans après, lui-même s'est mis en tête de vouloir faire la même chose. Et ça, les Sénégalais ne l'ont pas accepté, se sont mobilisés. Hélas, il y a eu des morts, puisqu'on parle d'à peu près 80 morts durant différentes manifestations. Et voilà, je prends le 24 mars comme une victoire du président Bassirou Diomaye Faye, mais aussi une victoire de la démocratie sénégalaise, une victoire du peuple sénégalais. Alors, dans le projet présidentiel figure un tel passage. Nous mettrons en œuvre une réforme monétaire qui permettra à notre pays de se doter de sa propre monnaie. Alors, l'objectif est bien sortir du franc CFA. Absolument, absolument. Je pense que ça a été clairement dit dans le programme de la coalition, parce qu'il y a eu une coalition, Diomaye président, qui a eu un programme, et dans le programme, effectivement, la question de la souveraineté monétaire s'est posée. Elle s'envisage aussi dans le cadre de la CEDEAO. Il faut le savoir qu'il se discutait depuis plusieurs années l'idée d'une monnaie communautaire qui s'appellerait l'ECO. Et si tous les pays s'étaient engagés, l'ECO aurait dû être en cours actuellement. Parce qu'il faut se rappeler que c'est un marché énorme. Et avoir l'opportunité d'avoir le Nigeria dans cet espace monétaire va multiplier, à mon avis, disons, les opportunités de développement. Donc ça aussi, il faut le savoir. Et nos autorités, notre pays est tout à fait engagé derrière ce projet-là, qui est un projet souverain de l'Afrique de l'Ouest qu'il faut mettre en place. Et effectivement, le franc CFA, de toute façon, ça va bientôt être, à mon avis, de l'histoire ancienne, parce que ce n'est plus adapté aux ambitions de nos économies, et cela est très très clairement dit. Donc on espère que les discussions au sein de la CEDEAO vont s'accélérer, et que la mise en œuvre de la monnaie commune, l'ECO, va bientôt se réaliser. Ça devait se faire depuis 2-3 ans. C'est un retard, en fait. Mais sinon, tous les pays avaient discuté pour que cette monnaie-là voie le jour. Donc j'espère également qu'elle sera bientôt en œuvre. Mais est-ce qu'il y a des délais concrets de la réalisation ? Il y a des délais concrets. On ne les a pas respectés. C'est pour ça que la CEDEAO réfléchit sur la question pour que, dans les meilleurs délais, effectivement, cette monnaie qui s'appellerait l'ECO, ECOWAS, verrait le jour.
Comment la ligne politique internationale a-t-elle changé sous la nouvelle administration? Je pense que ce qu'il faut retenir avec la nouvelle administration du président Bassirou Diomaye Faye, c'est les intérêts du Sénégal d'abord. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que c'est comme ça que le monde marche. Chacun s'occupe d'abord de ses propres intérêts. Excusez-moi, mais avant, c'était pas le cas? Je pense qu'on peut beaucoup mieux faire, c'est clair. On peut beaucoup mieux faire, et je crois que ça, c'est une démarche volontariste, voilà, pour que les intérêts du Sénégal soient mis en avant, parce qu'on a eu des cas où c'était pas nécessairement le cas, et il faut que justement on développe notre réseau d'amitié avec tout le monde. Personne n'est exclu, mais ce sera toujours du gagnant-gagnant. Les intérêts du Sénégal doivent se refléter justement dans la coopération avec tout le monde, avec le reste du monde. Comment percevez-vous la fissure au sein de la CEDEAO? Je l'ai regretté et je continue à la regretter, et j'espère que nous pourrons nous réunir avec nos frères de l'AES, parce que ce sont les mêmes peuples. Moi-même, je suis une Touré, mais je peux poursuivre mes origines jusqu'au Mali, ou alors en Guinée, ou même en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les mêmes peuples. Il faut se rappeler que c'est la colonisation, au fond, qui nous a divisés. Et donc, c'est une division que je considère comme artificielle. Et il faut poursuivre la discussion avec nos frères des pays, de frères et sœurs des pays de l'AES, qu'on puisse continuer à discuter. Il y a eu beaucoup de changements, notamment au Sénégal, pour qu'on puisse voilà, nous retrouver à nouveau. Et ça, je suis optimiste, parce que nous avons le même destin, au fond. Et justement, peut-être que cette monnaie unique pourrait être aussi un argument et une occasion pour qu'on se retrouve tous ensemble. Voilà, c'était l'une de mes questions. Est-ce qu'on peut espérer le retour de ces trois pays au sein de la CEDEAO? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'il faut y travailler. Je pense qu'il faut y travailler. On a conscience que c'est une rupture assez profonde, mais je considère que si nous sommes tous des panafricains, ce que nous le sommes, nous devons nous retrouver, pas seulement au sein de la CEDEAO, mais au sein de l'Union africaine, parce que l'ambition, ça doit être l'Union africaine. Vous savez, si tous les pays africains se mettaient ensemble, le volume économique ferait de l'Afrique la 11e puissance du monde. Alors, donc, on a intérêt à être ensemble. On ne peut pas rester dans nos petits pays, nos économies sont trop petites. Il faut qu'ensemble, on envisage la question sécuritaire, par exemple, qu'on puisse discuter avec voilà, tous les pays, comment assurer de manière solidaire notre sécurité ensemble. Donc, je reste tout à fait optimiste et j'espère que nous allons continuer ce dialogue et qu'on trouvera une ouverture auprès de nos pays frères pour qu'on retrouve justement cette unité, mais une unité des peuples qui se ferait dans l'intérêt des peuples. Je pense que c'est ce qu'il faudrait mettre en avant. Est-ce qu'on peut considérer cette administration comme panafricaniste? Qu'est-ce que vous entendez sous ce terme? Absolument, elle est panafricaniste. Si vous regardez le programme qui a élu le président Bassirou Diomaye Faye, c'est dans le préambule. Ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on soit ensemble, que l'unité africaine se fasse, pas une unité superficielle, mais qu'on défende les intérêts de l'Afrique ensemble, qu'on défende la sécurité de l'Afrique ensemble, qu'on développe le continent africain ensemble et qu'on puisse faire face aux difficultés ensemble. Voilà comment on définit le panafricanisme. Voilà, moi je considère que l'Afrique a une destinée commune et on devrait vraiment y travailler. Comment décririez-vous l'état actuel des relations entre la Russie et le Sénégal? C'est une vieille relation. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, jusqu'à ce que, il y a peut-être 7 ou 8 ou 9 ans, qu'on a arrêté d'enseigner le russe dans les lycées. Mon frère a appris le russe au lycée. Moi, j'avais choisi d'apprendre l'allemand comme deuxième langue. Et il y a également une vieille coopération en matière de formation. Nous avons beaucoup de nos cadres qui ont été formés dans les universités soviétiques à l'époque, russes maintenant, qui occupent de grands postes. Et je pense qu'il y a cette coopération doit aller en se renforçant. Voilà, et il y a des opportunités aussi d'investissement pour les entreprises russes qui ont une expertise dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines.
dans tous les domaines. On se souvient bien que voilà, l'Union soviétique était quand même une puissance et voilà, et la Russie continue à jouer un rôle important dans le monde et a un savoir-faire technologique, scientifique, et on pourrait voilà continuer à développer une belle coopération entre nos deux pays. On se rend compte que le niveau du dialogue politique n'est pas, comment dirais-je aussi, élevé que les échanges commerciaux entre la Russie et le Sénégal. Pourquoi, selon vous? Ben, je pense qu'il faut y travailler. Il faut y travailler. Comme j'ai dit, c'est une vieille coopération. Peut-être qu'elle est restée un peu trop traditionnelle. Le Sénégal maintenant s'ouvre à des investissements venant voilà, de tous nos amis. Et nous considérons que la Russie est également un ami du Sénégal et que, comme je l'ai dit, il y a toute un groupe important de cadres qui ont une culture russe, qui ont été formés en Russie, qui parlent russe toujours, et je crois que ce serait un point d'appui intéressant, aussi bien pour la Russie que pour le Sénégal. Ce n'est pas nouveau, la coopération entre la Russie et le Sénégal, c'est une coopération ancienne. Que pensez-vous du processus de paix en ce qui concerne le conflit en Ukraine? Partagez-vous la vision russe sur les causes profondes de ce conflit? Je les comprends pas tellement parce que on est assez loin, mais ce que je peux donner, c'est un point de vue général, c'est que on aille vers la paix. Je suis une pacifiste de nature et qu'on puisse voilà, mettre fin au conflit. C'est un des souhaits. Et qu'on puisse justement développer la coopération dans un climat de paix retrouvé, de paix mondiale. Parce que je crois à l'amitié entre les peuples et je crois aussi à la paix. En tout cas, c'est ma culture à moi. Pensez-vous que ce conflit soit réglé dans quelques mois? En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Voilà, je vois les ouvertures de dialogue qui se font. J'espère qu'elles conduiront à un arrêt définitif des combats et que la paix soit rétablie. Diomaye Faye a annoncé que les troupes françaises quitteraient le Sénégal d'ici fin 2025. Selon vous, cette décision pourra-t-elle impacter les relations entre le Sénégal et la France? Elle ne devrait pas. C'était un anachronisme. Je ne connais pas beaucoup de pays où il y a des troupes étrangères. Donc, c'était de l'histoire ancienne. On est venu juste à la normale. La situation s'est normalisée. Dans un pays, il y a la présence d'une seule armée, c'est l'armée du pays. Donc, au Sénégal, il devrait y avoir qu'une armée, l'armée sénégalaise. Donc maintenant, les choses se sont rétablies, on va dire. Les relations entre la France et le Sénégal vont continuer sur des bases gagnant-gagnantes, comme je l'ai dit, parce que c'est ça maintenant le nouveau créneau. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et effectivement, les troupes devraient partir d'ici le mois de septembre. Je crois que le processus est en cours et c'est normal. Comme j'ai dit, au Sénégal, il devrait y avoir que l'armée sénégalaise. C'est tout à fait normal. Mais comment la France réagit-elle à cette décision? Ah ça, je ne le sais pas. Il faudrait le demander aux Français. Non. Je pense que tout à fait normalement. Hein. Est-ce qu'il y a des messages sur les canaux diplomatiques, peut-être? Non, certainement. Mais ce que j'observe, moi, c'est que ils sont en train de se préparer effectivement à quitter le Sénégal. C'est une autre période. Ils étaient là à l'époque, dans une époque politique totalement différente de maintenant. Souvent, c'était pour protéger les gouvernements qui étaient là, etc. Mais maintenant, ça c'est fini, cette période-là. On est dans une nouvelle période. Quelle est la différence entre cette période et la période précédente? Parce qu'il y a une affirmation de plus de souveraineté. C'est un combat qui s'est mené, hein, ça s'est pas passé du jour au lendemain. C'est un combat qui a pris du temps et qui a abouti justement à cette ambition de plus de souveraineté militaire, mais également économique. Ça, c'est également ce qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Voilà. Et je considère que l'Afrique doit assurer elle-même sa souveraineté militaire. C'est une urgence. Il ne faut pas attendre que les autres viennent mourir pour vous. Ça n'existe nulle part. Donc il faut que les armées africaines se mettent à niveau. D'ailleurs, dans quelques jours, on va fêter le 4 avril
la fête nationale du Sénégal, et le thème, c'est la souveraineté militaire. Que l'on puisse compter sur ses propres forces pour pouvoir se défendre, en collaboration évidemment avec le reste du monde. Mais la mission première revient aux États africains de pouvoir se défendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y voit aussi une certaine dynamique. Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, et maintenant le Sénégal. La France se retire du Sénégal, je parle bien sûr du côté militaire. Comment vous expliquez cette dynamique? Vous savez, l'Afrique est un continent jeune. 70% de la population a moins de 35 ans. Ils sont nés dans une époque différente d'il y a 25 ans et il y a 30 ans. Ils n'ont pas connu le colonialisme. Ils en ont juste entendu parler. Ils se demandent, pourquoi nous-mêmes, on ne pourrait pas nous développer comme le reste du monde. Et il y a une affirmation de soi, il y a un plus grand besoin de souveraineté. Et comme vous le savez, notre président a eu 45 ans il y a 2 jours. Donc vous avez une nouvelle classe politique en Afrique, plus jeune, qui affirme beaucoup plus sa volonté de souveraineté, et c'est très bien. Les experts en géopolitique utilisent le terme néocolonialisme. Certains d'autres parlent du nouveau colonialisme. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une nouvelle forme de dépendance, d'un pays à l'autre via certains canaux. Pensez-vous que ce terme soit justifié? Bien sûr, puisqu'on a eu une période néocolonialiste, nouveau colonialisme, ça veut dire tout simplement que ceux qui colonisaient le pays avant ont gardé des intérêts en Afrique. Ça, c'est clair et net. Et c'est justement ce qu'on voudrait que ça change, parce que ça n'a pas produit de développement, concrètement. Pourquoi aujourd'hui les jeunes rejettent un peu toutes ces coopérations qui se sont faites par le passé? Parce qu'ils se constatent que l'Afrique reste toujours le continent le plus pauvre du monde. Donc à quoi bon? Autant prendre en charge nos propres ambitions en tant que peuple africain, et ça ne veut pas dire qu'on va se couper du reste du monde, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va définir de nouvelles relations qui sont basées sur l'équité, sur le gagnant-gagnant et sur la gestion de nos ressources. Ça, c'est également très très important, nos ressources minières, gazières, pétrolières, en tenant compte de nos intérêts d'abord. Et pour ça, il faut mettre en place un système de gouvernance, de bonne gouvernance déjà, ça c'est important, lutter contre la corruption, parce que pour être corrompu, il faut être deux, n'est-ce pas? Donc il faut également que nos partenaires comprennent que c'est fini ce qui s'est passé avant, mais que nous sommes tout à fait ouverts à l'investissement, à la coopération, mais à la défense acharnée de nos propres intérêts. Mais actuellement, voyez-vous des pratiques néocoloniales visant votre pays? Il y en a eu, bien sûr, il y en a eu. Et il faut qu'on revoie comment justement la coopération économique, publique-privée s'est faite. C'est pas forcément fait sur des bases équitables, équilibrées. C'est pour ça qu'on a mis en place actuellement un comité qui va revoir les contrats pour s'assurer que justement le Sénégal bénéficie de manière équitable de ces contrats. Vous êtes au Sénégal, vous avez entendu toute la polémique sur les 7 milliards de dollars de dettes qui ne sont pas dans le budget, mais qui ont été cachés. Cet argent, il est venu de quelque part. Donc c'est heureux que le FMI ait reconnu également que oui, il y a 7 milliards, c'est beaucoup, 7 milliards de dollars pour un pays comme le Sénégal. Mais tout ça, c'est des relations souvent pas très claires entre les emprunteurs, ceux qui prêtent, comment on traite. Donc tout ça, il faut qu'on ait désormais une relation plus transparente avec nos partenaires, qu'il y ait une dynamique gagnant-gagnant, ça c'est très 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 important, et c'est je crois ce que demande le peuple africain qui est jeune, encore une fois, mais il n'y a pas que les jeunes qui le demandent, nous ne sommes pas jeunes, mais nous nous sommes battus aussi pendant de nombreuses années pour que l'Afrique gagne sa souveraineté complète. Donc c'est un processus, le processus de décolonisation, il est continu en fait, il faut le comprendre comme ça. Il y a eu les indépendances en 1960, ensuite il y a eu plusieurs étapes, mais là je pense que nous sommes à une étape
porté par cette population jeune africaine qui veut changer le sort des populations africaines. Ça c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi l'Afrique devrait être le berceau de la pauvreté humaine, alors qu'on est un continent extrêmement riche. Pourquoi? Mais évidemment, il faut expliquer aussi que pendant que l'Occident faisait sa révolution industrielle, nous on se battait pour exister. On a combattu l'esclavage, on a combattu la colonisation, la néocolonisation. Mais pendant qu'on combattait l'esclavage, les gens s'industrialisaient en Europe et peut-être en Asie. Donc, il faut saluer la résilience des peuples africains, parce que sinon on aurait pu finir comme les Aztèques, les Incas, ils ont disparu. Quand les conquistadors espagnols sont arrivés, malheureusement, ils ont disparu. Les Indiens autochtones d'Amérique, on a vu, ils sont dans des réserves. Mais l'Afrique a su résister, a su se battre, et nous sommes toujours dans ce processus-là. Et c'est pour ça que c'est heureux de voir que la nouvelle génération a également continué ce combat qui date depuis très longtemps. Vous avez parlé tout à l'heure de la révision des accords. Est-ce que l'annulation de l'accord sur la pêche avec l'Union européenne s'inscrit dans cette logique? Mais bien sûr, parce que c'était un accord complètement inégal. Et ça, ce n'est plus acceptable. Je crois que ça s'inscrit tout à fait dans le cadre de ce que je dis. Nous n'avons rien contre l'Union européenne, mais nous en avons pour nos propres intérêts. Donc ça, il faut que les partenaires le comprennent, tous nos partenaires, que ce qu'on recherche, c'est un équilibre gagnant-gagnant dans la coopération. C'est très clair. Ça a été la raison pour laquelle ces accords n'ont pas été renouvelés. Le conseiller du président russe a déclaré que le Sénégal s'intéressait aux BRICS, au groupe des BRICS. Déjà, est-ce que le Sénégal est intéressé à développer la coopération avec ce groupe? Elle est très très importante. Pour deux choses. Parce qu'au sein des BRICS, vous avez des pays, je vais prendre l'Inde. L'Inde, il y a 40 ans, était un pays extrêmement pauvre. Aujourd'hui, c'est une puissance mondiale. Vous avez la Chine, qui, à hauteur de vie d'homme, quand j'étais enfant, la Chine était extrêmement pauvre. Donc nous avons besoin de coopérer avec des pays qui connaissent le contexte dans lequel nous vivons, qui ont su avoir des politiques d'éradication de la pauvreté qui ont marché, et ça c'est extrêmement important. Et c'est également des économies dynamiques, où vous avez également des ressources, ça c'est important. Donc les BRICS, c'est la preuve qu'on peut définitivement éradiquer la pauvreté et à hauteur dans un espace humain. Vous n'avez pas besoin de 2-3 siècles pour le faire, parce qu'on a vu au sein des BRICS des pays qui ont su se développer très rapidement et qui ont sorti définitivement leur peuple de la pauvreté. Et c'est ça l'objectif central en Afrique. Beaucoup estiment que l'Afrique est sous-représentée au sein de l'ONU. Partagez-vous ce constat? Mais évidemment. Comment vous pouvez comprendre que 54 pays que nous constituons ne puissent pas avoir un siège au Conseil de sécurité? C'est encore une fois ce que je disais, c'est que vous avez une architecture mondiale qui est complètement démodée. C'est comme la présence militaire étrangère. C'est complètement démodé le système tel qu'il existe aujourd'hui, où vous n'avez pas l'Afrique présente avec un siège permanent. Ça ne correspond absolument pas, disons, à la géopolitique actuelle. Donc c'est quelque chose qui devrait être corrigé, mais on n'arrête pas de le répéter. Ça c'est clair. Ça fait partie un peu des archaïsmes, je vais dire, de la géopolitique actuelle. Vous savez, toutes les puissances sont d'accord qu'il faut réformer l'ONU, mais quelle est la vision du Sénégal de cette réforme? Parce que chacun a sa propre vision. En tout cas, pour ce qui concerne les intérêts de l'Afrique, c'est déjà qu'on ait un siège permanent. Je pense que ça, c'est une... Mais qui va l'occuper, c'est ça la question. Mais ça, laissez les Africains s'en occuper. Oui. Les Africains peuvent s'arranger pour savoir qui va s'asseoir sur le siège permanent et le faire. Nous avons l'Union africaine, ne l'oubliez pas quand même. Oui, nous avons une structure qui rassemble l'ensemble des pays africains. Mais le principe d'avoir un siège permanent, c'est la réforme minimale qu'on peut attendre des Nations Unies lorsqu'on est africain. Et pour finir, quel rôle le Sénégal ambitionne-t-il de jouer sur la scène politique internationale dans les années à venir?
Un rôle dynamique, d'abord avec nos frères de la sous-région. Je crois que c'est ça la priorité pour le président de la République. Il a dédié ses premières visites justement aux pays de la sous-région. C'est extrêmement important. Un rôle actif dans l'espace de la CEDEAO, je dis bien l'espace de la CEDEAO qui inclut, encore une fois, les pays frères de l'AES. Ce sont vraiment nos pays frères et nous le percevons comme ça. Évidemment, un rôle plus actif au niveau de l'Afrique. Et je pense que tout ce que le Sénégal pourra faire pour rassembler justement les 54 pays, faciliter également les recherches de solutions pacifiques, hein, parce que nous avons malheureusement des conflits qui continuent sur certaines parties du continent, et également travailler à parler d'une seule voix, c'est extrêmement important, mais également être le porte-parole des peuples opprimés au niveau international. Vous savez que le Sénégal, depuis plusieurs décennies, a présidé le comité pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Le président Bassirou Diomaye Faye, lorsqu'il est allé à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, condamné vraiment très fermement l'agression sur Gaza, les massacres, etc., et a réaffirmé son soutien pour la création d'un État palestinien, et c'est des questions que le Sénégal continuera à porter et se faire l'écho des peuples qui sont opprimés. Mais la base, ce sera d'abord notre panafricanisme, l'unité de la sous-région, de l'Afrique, l'ouverture vers le monde et évidemment la défense des peuples opprimés d'une manière générale. La toute dernière question, comment voyez-vous les développements récents en ce qui concerne le conflit à Gaza ? Oui, mais on le déplore et on condamne. On espérait tous qu'on allait vers un cessez-le-feu définitif et on a vu encore des frappes qui sont condamnées parce qu'au fond, qui en souffre? C'est les femmes et les enfants pour l'essentiel. Et on considère que en 2025, ce niveau de barbarie ne devrait plus exister dans le monde. C'est pour ça que je suis fondamentalement une pacifiste. Et encore une fois, pour cette partie du monde, je pense que la solution, c'est un État palestinien où le peuple palestinien pourrait réclamer sa souveraineté. Madame Touré, merci beaucoup pour cet échange très intéressant et très enrichissant. Je rappelle, c'était Aminata Touré, haute représentante du président sénégalais. Merci encore.